La nuit n'était pas simplement une absence de lumière dans cet appartement. C'était une entité physique, une masse lourde et visqueuse qui semblait s'infiltrer par les moindres fissures des fenêtres mal isolées. Antoine était allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, fixant le plafond où les ombres des phares de voitures passant dans la rue dessinaient des arabesques fugaces et inquiétantes. Il avait emménagé ici 3 semaines plus tôt, attiré par un loyer dérisoire au cœur d'une ville où le moindre mètre carré coûtait une fortune. Mais il commençait à comprendre que le prix à payer n'était pas monétaire. Depuis le premier soir, une sensation de malaise lui collait à la peau, une impression d'être observé, scruté par les murs mêmes de ce vieux bâtiment haussmannien. Il faisait chaud, une chaleur étouffante et anormale pour un mois de novembre, et les draps collaient à ses jambes, entravant ses mouvements comme s'ils essayaient de le retenir prisonnier de son propre lit. Il tourna la tête vers le réveil numérique posé sur la table de chevet en chêne éraflé. Les chiffres rouges brillaient avec une intensité agressive dans la pénombre. 2h34 du matin. Il soupira, passant une main moite sur son visage mal rasé, tentant de chasser l'insomnie qui le rongeait depuis des jours. Il avait soif, une soif sèche et irritante, mais l'idée de se lever pour traverser le long couloir obscur qui menait à la cuisine le paralysait sans qu'il puisse rationnellement expliquer pourquoi. C'était un instinct primitif, une alarme reptilienne qui hurlait au fond de son crâne que la sécurité se limitait au rectangle de son matelas. Soudain, le silence de l'appartement changea. Ce n'était plus le calme habituel de la ville endormie, ponctué par le bourdonnement lointain de la circulation ou le ronronnement du réfrigérateur. C'était un silence absolu, total, comme si l'air venait d'être aspiré de la pièce, créant un vide pneumatique. Antoine sentit ses tympans se tendre douloureusement. Il regarda de nouveau le réveil. Le chiffre des minutes changea. 2h35. C'est à cet instant précis que le son commença. Ce n'était pas un bruit fort, du moins pas au début. C'était un son insidieux, un mélange de grattements métalliques et de chuchotements humides, comme si quelqu'un traînait des ongles longs et sales sur l'envers du papier peint, juste derrière la tête de lit. Le cœur d'Antoine rata un battement, puis s'emballa, frappant contre sa cage thoracique avec la violence d'un oiseau piégé. Il se redressa sur les coudes, le souffle court, les yeux écarquillés dans l'obscurité, cherchant la source de ce bruit impossible. Le grattement se déplaça, glissant le long du mur gauche, puis montant vers le plafond, défiant la gravité et la logique. Il était accompagné d'une vibration basse, fréquence, qui faisait trembler les dents d'Antoine, une résonance qui semblait provenir des fondations mêmes de l'immeuble. Il voulut crier, demander qui était là, mais sa gorge était nouée, sèche comme du vieux parchemin. Puis, le son s'arrêta brusquement, laissant place à une odeur âcre, un mélange de soufre, de vieille poussière et de quelque chose de plus organique, comme de la viande avariée. Antoine
tremblant de tous ses membres, tendit la main vers la lampe de chevet. Il hésita une fraction de seconde, une voix intérieure lui hurlant de rester dans le noir, de ne pas voir ce qui l'entourait, mais la peur de l'inconnu était plus forte. Il pressa l'interrupteur. La lumière jaune et blafarde de l'ampoule inonda la chambre, révélant une scène qui fit basculer sa raison. Les murs de sa chambre, qu'il avait peints en blanc cassé à son arrivée, n'étaient plus vierges. Une substance noire, visqueuse, semblable à de l'encre ou à de la moisissure noire concentrée, suintait à travers le plâtre. Elle ne coulait pas au hasard, elle formait des lettres immenses, déformées, qui s'étalaient sur toute la surface du mur face à lui. Antoine plissa les yeux, incapable de comprendre ce qu'il voyait, son cerveau refusant d'admettre l'impossible. La substance bouillonnait légèrement, comme si elle était vivante, et l'odeur devint insoutenable. Il lut le message, et le sang se glaça dans ses veines. 3 mots, juste 3 mots, écrits avec cette matière cauchemardesque. Éteins la lumière. L'instruction était claire, brutale, impérative. Éteins la lumière. C'était ce qui était écrit sur le mur. Et soudain, le souvenir d'une légende urbaine, d'une phrase lue sur un forum obscur ou entendue dans un bar, lui revint en mémoire comme un éclair de lucidité au milieu de la terreur. Si tu entends ce son à 2h35, fais n'importe quoi, absolument n'importe quoi, sauf ce qui est écrit sur les murs. La règle était simple, mais son application était terrifiante. Le mur lui ordonnait d'éteindre la lumière. Donc, pour survivre, il devait à tout prix la laisser allumée. Mais l'ampoule au-dessus de sa tête commença à grésiller. Le filament de tungstène vacilla, projetant des ombres dansantes et monstrueuses dans les coins de la pièce. La chose, quelle qu'elle soit, qui contrôlait cet endroit, savait qu'il connaissait la règle. Elle jouait avec lui. Si l'ampoule grillait, il aurait obéi à l'ordre du mur malgré lui. La panique, froide et tranchante, l'envahit totalement. Il devait trouver une autre source de lumière. Vite. Son téléphone. Où était son téléphone? Il tâtonna frénétiquement sur la table de nuit, renversant un verre d'eau qui s'écrasa au sol dans un fracas de verre brisé, mais ses doigts ne rencontrèrent que le bois vide. Il se souvint l'avoir laissé charger dans le salon. Une erreur fatale. Le grattement reprit, plus fort cette fois, plus proche. Il ne venait plus de derrière les murs, mais de la surface même du mur où l'inscription suintait. Antoine vit le plâtre se déformer, se bomber vers l'extérieur comme si quelque chose essayait de traverser, de percer la fine membrane qui séparait son monde de celui qui se cachait derrière. L'ampoule grésilla de nouveau, perdant la moitié de son intensité. La pièce s'assombrit dangereusement. Antoine savait qu'il ne pouvait pas rester là. Il devait sortir de cette chambre, trouver de la lumière, n'importe laquelle, pour ne pas se retrouver dans le noir total, comme le mur l'exigeait.
Il jeta ses jambes hors du lit, ignorant les éclats de verre qui s'enfoncèrent dans la plante de ses pieds nus. La douleur était vive, mais elle l'ancrait dans la réalité. Elle était une preuve qu'il était encore en vie. Il se précipita vers la porte de la chambre, sa main agrippant la poignée froide en laiton. Il tourna. La porte était verrouillée. Il ne l'avait pourtant jamais fermée à clé. Il secoua la poignée avec violence, hurlant de frustration et de terreur, mais le battant de bois restait inamovible, comme soudé au cadre. Derrière lui, le bruit de déchirement s'intensifia. Il n'osa pas se retourner tout de suite, collant son dos contre la porte close, respirant par saccades rapides et bruyantes. L'ampoule émit un bruit sec, un claquement électrique inquiétant, et l'intensité lumineuse diminua encore d'un cran. Il ne restait plus qu'une lueur orangée, agonisante, qui peinait à repousser les ténèbres grandissantes. Antoine savait qu'il avait quelques secondes, peut-être une minute tout au plus, avant que le noir ne soit complet. Il devait faire le contraire de ce qui était écrit. Le mur voulait l'obscurité. Il devait créer de la lumière. Il fouilla désespérément du regard la chambre semi-obscure. Rien. Pas de bougie, pas de briquet, pas d'électronique. Ses yeux se posèrent alors sur les rideaux lourds qui masquèrent la fenêtre, la rue, les lampadaires. Même à cette heure, la ville n'était jamais totalement noire. Si il ouvrait les rideaux, la lumière artificielle de l'extérieur inonderait la pièce suffisamment pour contredire l'ordre du mur. C'était sa seule chance. Il s'élança vers la fenêtre, ses pieds laissant des empreintes sanglantes sur le parquet ancien. Il agrippa le tissu épais des rideaux à pleine main. Mais au moment où il allait les tirer, un nouveau son le figea. Un rire bas, guttural, qui ne venait pas de la pièce, mais de l'extérieur, juste de l'autre côté de la vitre, comme si quelqu'un flottait dans le vide, au 4e étage, attendant qu'il ouvre. Antoine recula, horrifié. Le piège était double. Le mur voulait qu'il éteigne la lumière, mais l'extérieur semblait tout aussi dangereux. Cependant, la règle était absolue. Ne pas faire ce qui est sur les murs. Le mur ne disait pas « n'ouvre pas les rideaux ». Il disait « éteins la lumière ». Ouvrir les rideaux était donc une action permise, voire nécessaire, pour contrer l'ordre principal. Ignorant le rire impossible, derrière la vitre, il tira les rideaux d'un coup sec. La lumière orange d'un lampadaire de rue frappa la vitre, mais elle ne pénétra pas dans la chambre. La vitre était couverte, de l'extérieur, par la même substance noire et visqueuse qui maculait les murs intérieurs. Il ne pouvait rien voir dehors, et la lumière ne pouvait pas entrer. Il était scellé. L'ampoule au plafond émit un dernier sifflement aigu, un chant du cygne électrique, et s'éteignit brutalement. Le noir total l'enveloppa instantanément. Antoine hurla, un cri de terreur pure, attendant que quelque chose le saisisse, que la sentence tombe, pour avoir échoué à maintenir la lumière. Il s'accroupit, se protégeant la tête avec ses bras, tremblant violemment dans l'obscurité absolue. Une seconde passa, puis deux, rien ne se passa. Pas de griffes, pas de douleur, juste le silence et sa propre respiration erratique. Avait-il mal compris la règle ? Le mur avait dit « éteins la lumière ». L'ampoule avait grillé, donc la lumière était éteinte.
Il avait techniquement obéi, même si ce n'était pas volontaire. C'était là le danger. Il avait obéi. Il attendit la fin. Mais au lieu de la mort, un nouveau bruit émergea de l'autre bout de la pièce, là où se trouvait le mur avec l'inscription. Un bruit de craquement, comme si le plâtre séchait et s'effritait à une vitesse accélérée. Puis, une lueur faible, verdâtre et maladive commença à émaner des lettres elles-mêmes. L'inscription sur le mur devint phosphorescente, éclairant la pièce d'une clarté de morgue. Très bien, semblaient pulser les lettres, changeant sous ses yeux. La substance noire se réarrangea, glissant sur le mur comme des milliers de fourmis microscopiques pour former une nouvelle phrase. Antoine, recroquevillé sous la fenêtre, regarda avec horreur les nouveaux mots se former. Il comprit alors que la nuit ne faisait que commencer, et que ce jeu pervers avait des niveaux de plus en plus complexes. La première épreuve était finie. Il avait échoué à garder la lumière, mais la conséquence n'était pas la mort immédiate. La conséquence était la suite. La nouvelle phrase se stabilisa, brillant d'un vert toxique qui faisait mal aux yeux. Elle était plus longue, plus précise. Antoine lut, et ses mains se crispèrent sur ses genoux jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La phrase disait « Respire, garde l'air dans tes poumons ». Antoine bloqua immédiatement sa respiration par réflexe. La règle, toujours la règle, ne fait jamais ce qui est écrit sur les murs. Le mur lui ordonnait de respirer, de garder l'air. Cela signifiait qu'il devait faire le contraire. Il devait expirer, vider ses poumons, et ne pas reprendre son souffle. C'était impossible. C'était du suicide. Comment pouvait-il survivre s'il ne respirait pas? Le dilemme était physique, biologique. Le mur jouait avec ses fonctions vitales maintenant. Il sentit l'air vicié de la pièce stagner autour de lui. S'il inspirait, il obéissait. S'il obéissait, il perdait. Mais s'il n'inspirait pas, il perdait connaissance, et son corps prendrait le relais par automatisme, le forçant à obéir. Il devait trouver une faille, une interprétation, une manière de tricher avec cette instruction impossible. Ses poumons commençaient déjà à brûler, réclamant de l'oxygène. Le temps s'étirait, chaque seconde devenant une éternité de souffrance. Il regarda autour de lui, dans la lueur verte, cherchant une aide, un outil, mais la chambre était une prison nue. Il expira lentement, vidant tout l'air qu'il avait, jusqu'à ce que sa poitrine soit creuse et douloureuse. Et maintenant, le combat contre son propre instinct de survie commençait, alors que les murs l'observaient, patients, attendant la première inspiration fatale. Le manque d'oxygène n'était pas un vide, c'était une présence brûlante, un feu liquide qui se répandait dans la poitrine d'Antoine, consumant ses alvéoles une à une. Le temps, déjà distendu par la peur, devint une torture élastique où chaque milliseconde s'étirait jusqu'au point de rupture. Il était recroquevillé sur le parquet froid, les genoux ramenés contre son torse, les mains griffant ses propres bras jusqu'au sang, luttant contre l'impératif biologique le plus fondamental de l'existence, inspirer. La phrase phosphorescente sur le mur, respire.
garde l'air dans tes poumons pulsait avec une régularité hypnotique, baignant la chambre de cette lueur verdâtre et maladive qui donnait à sa peau la teinte d'un cadavre en décomposition. L'ironie macabre de la situation ne lui échappait pas, même au travers du voile rouge qui commençait à obscurcir sa vision périphérique. Pour survivre à l'entité, il devait se tuer lui-même, ou du moins s'approcher suffisamment près de la mort pour que son corps refuse d'obéir aux injonctions surnaturelles. Ses tempes battirent la chamade, des coups de marteau sourds qui résonnaient dans tout son crâne, synchronisés avec les spasmes violents de son diaphragme qui tentait désespérément de pomper de l'air. Il ferma les yeux pour échapper à la vision des lettres, mais elles restaient imprimées sur sa rétine, rémanence toxique qui refusait de s'effacer. Dans l'obscurité de ses paupières closes, des formes géométriques absurdes et colorées commençaient à danser, premier symptôme de l'hypoxie cérébrale. Il sentait sa volonté s'effriter, non pas par manque de courage, mais par défaillance mécanique. Son cerveau, privé de carburant, commençait à court-circuiter, envoyant des signaux de panique absolue à tous ses membres. Il eut l'impression que le sol sous lui se ramollissait, devenant une sorte de boue tiède et absorbante, cherchant à l'engloutir. C'était peut-être une hallucination, ou peut-être la réalité de cet appartement maudit qui changeait à nouveau. Il devait trouver une solution. La logique du mur était binaire et perverse. Garde l'air. Le verbe garder impliquait la rétention, le stockage. S'il inspirait et bloquait sa respiration, il gardait l'air. Il obéissait. Il mourait. Mais s'il ne respirait pas, il mourrait aussi. Il y avait forcément une troisième voie, une zone grise, sémantique, dans laquelle il pouvait se glisser comme un rat dans une fissure. L'idée lui vint alors que sa conscience vacillait au bord du gouffre noir de l'évanouissement. Le contraire de garder n'était pas seulement ne pas prendre, c'était aussi rejeter constamment. Le flux, le mouvement perpétuel. S'il transformait sa respiration en un cycle frénétique, une hyperventilation violente où l'air entrait et sortait sans jamais s'arrêter, sans jamais stagner dans ses poumons, il ne le gardait pas, il le traitait comme un passager indésirable. C'était un pari risqué, une interprétation désespérée d'un esprit en train de mourir, mais c'était tout ce qu'il avait. Dans un râle qui ressemblait davantage à un cri d'animal égorgé qu'à une respiration humaine, Antoine ouvrit la bouche et aspira une goulée d'air vicié. La sensation fut celle d'avaler des lames de rasoir glacées. Immédiatement, avant même que ses poumons ne soient pleins, il expulsa l'air avec violence, contractant ses abdominaux pour tout chasser.
Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Il imposa ce rythme infernal à son corps, haletant comme un chien enragé, la bave aux lèvres, les yeux exorbités, fixés sur le mur. Il ne laissait aucune pause, aucun moment de stase entre l'entrée et la sortie du flux. Il refusait de garder l'air, ne serait-ce qu'une seconde. La réaction de la pièce fut immédiate et terrifiante. Le bourdonnement basse fréquence qui avait précédé l'apparition de l'écriture s'intensifia, montant dans les aigus jusqu'à devenir un sifflement strident, insupportable, comme si l'air lui-même hurlait de frustration. Les lettres vertes sur le mur se mirent à bouillonner furieusement. La substance visqueuse qui les composait commença à couler, non pas vers le bas, mais horizontalement, s'étirant vers les coins de la pièce comme des tentacules cherchant une prise. L'odeur de soufre et de viande avariée devint si forte qu'elle en était presque solide, une brume grasse qui collait à la gorge d'Antoine à chaque inspiration forcée. Mais il ne s'arrêta pas. Il continuait de haleter, la tête qui tournait sous l'effet de l'hyperventilation, des picotements envahissant ses mains et ses lèvres. Il était en train de saturer son sang d'oxygène, tout en défiant l'ordre immobile du mur. Soudain, le mur face à lui, celui qui portait l'inscription, se déchira. Ce n'était pas une fissure dans le plâtre, c'était une déchirure dans la réalité de la structure. Comme on écarte les lèvres d'une plaie infectée, le mur s'ouvrit en son centre, révélant non pas l'appartement voisin ou l'extérieur, mais une obscurité dense, tourbillonnante, un néant qui semblait avoir une texture granuleuse. Les lettres vertes furent aspirées dans ce gouffre, disparaissant en un instant. La lumière verdâtre s'éteignit, plongeant à nouveau Antoine dans le noir, un noir brisé seulement par la lueur orange lointaine et sale qui filtrait toujours à travers les rideaux bloqués par la substance noire. Antoine s'effondra sur le dos, sa respiration revenant lentement à un rythme plus normal, bien que toujours erratique. Il avait gagné. Il avait survécu à la deuxième épreuve. Mais à quel prix? Il resta allongé là, le corps tremblant de spasmes incontrôlables, la sueur froide inondant ses vêtements. Il écouta. Le silence était revenu, mais il était différent. Ce n'était plus le silence d'une chambre close. L'acoustique avait changé. Les sons de sa propre respiration ne rebondissaient plus sur les murs proches. Ils se perdaient, s'atténuaient, comme s'il se trouvait dans un espace immense, une cathédrale ou un hangar désaffecté. Antoine tendit la main sur le côté, cherchant le pied de son lit pour se rassurer, pour retrouver un repère spatial familier. Ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Il balaya le sol autour de lui. Le parquet, avec ses lattes de chêne rugueuses et ses éclats de verre, avait disparu. Sous sa paume, la surface était maintenant froide, lisse, légèrement humide. De la pierre, du béton poli. Il se redressa lentement, la panique remontant dans sa gorge comme de la bile.
Il n'était plus dans sa chambre, ou plutôt, sa chambre n'était plus sa chambre. Sans qu'il ait bougé, l'espace autour de lui avait été reconfiguré, digéré et recraché sous une forme nouvelle par l'entité qui hantait les lieux. Il se mit à quatre pattes, avançant prudemment dans l'obscurité. Au bout de quelques mètres, sa main heurta quelque chose de dur. Un mur. Il le tâta. Il était couvert d'un papier peint en relief, au toucher velouté, un motif damassé qu'il reconnut avec horreur. C'était le papier peint du couloir de l'entrée de l'immeuble, 5 étages plus bas. Pourquoi était-il ici? Et surtout, pourquoi le mur semblait-il chaud, tiède, comme de la peau humaine? Il se releva, longeant ce mur impossible, ses pieds nus claquant doucement sur le sol de pierre humide. Il avançait à l'aveugle, une main tendue devant lui pour ne pas percuter d'obstacles. L'air était froid ici, parcouru de courants d'air qui sentaient la terre mouillée et le vieux cuivre. Après une éternité de marche, le mur semblait s'étendre à l'infini. Sans porte ni fenêtre, il vit une lueur au loin, une tache pâle, bleuâtre, qui tremblotait au ras du sol. Attiré, comme un papillon de nuit, vers une flamme mortelle, il accéléra le pas. Plus il approchait, plus il distinguait la source de la lumière. C'était un écran. Un vieux téléviseur à tube cathodique, posé à même le sol au milieu de ce corridor interminable, son câble d'alimentation serpentant dans l'obscurité vers une source invisible. L'écran affichait de la neige, ce grésillement statique, noir et blanc, hypnotique, accompagné du bruit blanc caractéristique, un chut constant qui semblait masquer des voix chuchotant en dessous. Antoine s'arrêta à 2 mètres du poste. La lumière bleue de l'écran éclairait une petite zone autour de lui, révélant que le couloir était bien plus large qu'il ne le pensait et que le plafond était perdu dans les ténèbres en hauteur. Sur le sol, devant la télévision, il y avait quelque chose d'écrit, non pas avec la substance noire ou verte cette fois, mais gravé directement dans la pierre, comme avec un burin, les lettres remplies d'une poudre blanche ressemblant à de l'os broyé. Antoine s'agenouilla pour lire, la lumière stroboscopique de la télévision faisant danser les ombres des lettres gravées. Le message était court, brutal. Ne bouge pas quand la musique s'arrête. À peine eut-il fini de lire la phrase que le bruit blanc de la télévision changea. La neige statique se tordit, des formes géométriques noires apparurent au milieu du brouillard gris, et une mélodie commença à sortir du haut-parleur mono. C'était une musique grotesque, une version distordue, ralentie et désaccordée d'une comptine pour enfants. Frère Jacques jouait sur un piano maléfique dont les cordes auraient été remplacées par des nerfs tendus. Les notes étaient lourdes, gluantes, traînant en longueur, avec un écho malsain. Ding, dang, dong. Antoine se figea. La règle était simple, un jeu d'enfant perverti. 1, 2, 3, soleil ou les chaises musicales, mais avec des enjeux mortels. Ne bouge pas quand la musique s'arrête. Cela impliquait deux choses. Premièrement, tant que la musique jouait, il pouvait bouger. Deuxièmement, et c'était là le piège subtil, la règle disait « ne bouge pas ». Elle ne disait pas « fais autre chose que ne pas bouger ».
La formulation était négative, ne pas bouger. Donc, pour désobéir au mur, il devait bouger quand la musique s'arrêterait. C'était contre-intuitif. L'instinct de survie, conditionné par des millions d'années d'évolution face aux prédateurs, hurlait de se figer face au danger. L'immobilité, c'est l'invisibilité. Mais ici, l'immobilité était la condamnation. Si la musique s'arrêtait et qu'il restait figé, il obéissait à l'instruction gravée au sol. Il devait donc se forcer à bouger au moment précis où le silence tomberait. Mais bouger comment? Courir? Sauter? Juste remuer un doigt? Le mur ne précisait pas l'ampleur du mouvement, juste la nécessité de son existence. La musique commença à accélérer légèrement. Le rythme devint plus saccadé, plus agressif. Sonnaient les matines, sonnaient les matines. Antoine se releva lentement, ses muscles tendus à se rompre. Il devait se préparer. Il regarda autour de lui. L'obscurité au-delà du halo de la télévision semblait s'être épaissie. Il avait l'impression que des choses s'y déplaçaient, profitant de la musique pour masquer le bruit de leur approche. Des frottements d'étoffes, des cliquetis d'articulations, des respirations humides. Ils attendaient l'arrêt de la musique, eux aussi. Peut-être que pour eux, la règle était inversée. Attaquer quand la musique s'arrête. La comptine devint une cacophonie stridente, le piano semblant être frappé à coups de marteau. Antoine commença à marcher sur place, levant les genoux hauts, balançant les bras, s'assurant d'être en mouvement constant. Il se sentait ridicule, un pantin, désarticulé, dansant, pour un public invisible, dans un couloir cauchemardesque. Mais il ne pouvait pas se permettre d'être statique, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, au mauvais moment. La sueur coulait dans ses yeux, le piquant, mais il ne s'essuya pas, concentré sur le rythme infernal. Soudain, sans préavis, sans décélération, la musique coupa net. Le silence tomba comme une guillotine. L'instinct d'Antoine, traître, verrouilla ses muscles. Pendant une microseconde, il se figea, écoutant le silence. C'était l'erreur fatale. L'interdiction était « ne bouge pas ». En se figeant, il commençait à obéir. Il réalisa son erreur instantanément, une décharge d'adrénaline pure explosant dans son ventre. Il devait rompre l'immobilité, tout de suite. Il se jeta en avant, un mouvement maladroit et désespéré, transformant sa stase naissante en une chute volontaire. Au moment où il toucha le sol, l'écran de télévision explosa, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, implosant avec un bruit de succion dégoûtant. La lumière bleue disparut, remplacée par une obscurité totale. Mais dans cette obscurité, Antoine sentit quelque chose le frôler. Un souffle d'air glacé passa juste au-dessus de sa tête, là où il se tenait debout une seconde plus tôt. Quelque chose d'énorme, de rapide et de silencieux avait fauché l'espace qu'il occupait. S'il était resté figé, s'il avait obéi à l'instruction « ne bouge pas », il aurait été coupé en deux. Son mouvement, sa chute, l'avaient sauvé. Il avait désobéi en bougeant, et ce faisant, il avait esquivé le coup.
Il rampa frénétiquement sur le sol de pierre, s'éloignant de l'endroit où se trouvait la télévision. Il entendait des bruits derrière lui maintenant, des bruits de mastication, comme si la chose invisible dévorait les restes du poste de télévision, broyant le verre et le plastique avec une avidité terrifiante. Antoine ne se retourna pas. Il savait qu'il ne devait pas voir ce qui était là. Pas encore. Il se releva et courut, ses pieds nus martelant la pierre, s'enfonçant plus loin dans le couloir sans fin. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent à nouveau, jusqu'à ce que le bruit de mastication ne soit plus qu'un souvenir lointain. Il ralentit, à bout de force, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Le mur, la texture avait encore changé. Ce n'était plus du papier peint, c'était du métal, froid, industriel, riveté. Il était dans une sorte de coursive d'usine ou de sous-marin. Des tuyaux couraient au plafond, suintant une huile noire qui tombait goutte à goutte sur le sol métallique grillagé. Ploc, ploc, ploc. Une nouvelle source de lumière apparut devant lui. C'était une ampoule nue, pendue au bout d'un fil électrique, oscillant doucement au rythme d'un courant d'air inexistant. Sous l'ampoule, il y avait une table en métal, chirurgicale, propre, effrayante de stérilité au milieu de cette crasse industrielle. Sur la table, un objet. Un vieux téléphone à cadran, en bakélite noir, lourd et massif. Et à côté du téléphone, gravé directement dans le métal de la table, comme par un acide puissant qui fumait encore légèrement, la nouvelle instruction. Antoine s'approcha, le souffle court, le cœur battant dans sa gorge, comme un oiseau captif. Il lut les mots, et un frisson de terreur pure lui parcourut l'échine, plus intense encore que lors des épreuves précédentes. Car cette fois, l'instruction ne concernait pas son corps, mais son esprit. Elle faisait appel à quelque chose de bien plus personnel. Décroche, écoute ce qu'elle a à te dire. Le téléphone se mit à sonner, une sonnerie stridente, mécanique, archaïque, qui résonnait dans la coursive métallique avec une violence inouïe. Dri-ting, dri-ingin. Antoine recula, les mains levées, comme pour se protéger. Elle. Il savait instinctivement de qui il s'agissait. Il n'y avait qu'une seule elle dont la voix pouvait le terrifier à ce point, une voix qu'il ne devait plus jamais entendre, une voix qui appartenait au passé, à une tombe fermée depuis 3 ans, sa mère, ou du moins quelque chose qui emprunterait sa voix pour le briser, la règle, fais n'importe quoi, moins ce qui est sur les murs ou la table, l'ordre, décroche, écoute. L'action requise, ne pas décrocher, ou décrocher et ne pas écouter, ou détruire le téléphone sonnait toujours, insistant, impérieux. Et entre deux sonneries, Antoine crut entendre, très faiblement, non pas venant du combiné, mais de l'air ambiant lui-même, un sanglot familier. Un sanglot qui lui tordit les entrailles. Le piège émotionnel se refermait. S'il décrochait, il obéissait. S'il ne décrochait pas, la sonnerie continuerait probablement jusqu'à ce qu'il devienne fou. Il devait trouver l'alternative. Il regarda le fil du téléphone. Il plongeait dans le mur métallique. Il s'approcha de la table, la main tremblante. La sonnerie lui perçait les tympans. Il devait agir vite. Le téléphone vibrait sous la violence de sa propre appel.
Antoine tendit la main, non pas vers le combiné, mais vers le corps de l'appareil. Il devait faire le contraire d'écouter. Il devait parler? Non. Écouter est passif. Parler est actif, mais ce n'est pas le strict opposé. Le contraire d'écouter, c'est ignorer? Non, c'est rendre l'écoute impossible. C'est le silence. Mais alors qu'il hésitait, le combiné se souleva tout seul, lévitant à quelques centimètres de sa base, et une voix sortit du haut-parleur, forte, claire, impossiblement réelle. Antoine, mon chéri, c'est maman. J'ai tellement froid. La voix n'était pas filtrée par l'électronique. Elle semblait être dans la pièce avec lui. Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine, un mélange de chagrin dévastateur et de terreur absolue. Il voulait répondre. Tout son être voulait hurler « Maman !» Mais le message sur la table fumait toujours. Écoute ce qu'elle a à te dire. S'il écoutait, il était perdu. Il devait couvrir cette voix. Il devait l'annuler. Antoine prit une grande inspiration, et au lieu de décrocher, au lieu d'écouter, il se mit à hurler. Il hurla un flot d'insanité, de cris inarticulés, de bruits gutturaux, n'importe quoi pour saturer l'espace sonore, pour noyer la voix douce et terrible qui sortait du téléphone. Il frappa le téléphone avec ses poings, cherchant à le briser, tout en hurlant, à s'en déchirer les cordes vocales. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, tais-toi, tais-toi. Il frappait le métal, le sang giclant de ses phalanges, couvrant le noir de la bakélite de rouge vif. Le combiné flottant fut projeté au sol, mais la voix continuait d'en sortir imperturbable. Pourquoi tu ne m'aimes plus, Antoine? Ouvre la porte, Antoine. Il attrapa le fil du téléphone à deux mains, posa son pied sur le mur pour faire levier et tira de toutes ses forces, continuant son barrage sonore de cris d'aimant. Le câble résista une seconde, élastique comme un tendon, puis céda avec un bruit humide, crachant des étincelles bleues et un liquide noir. La voix se tut, instantanément. Le silence revint, lourd, coupable. Antoine tomba à genoux, haletant, pleurant, ses mains en sang serrées contre sa poitrine. Il avait fait taire sa mère, il avait désobéi, il avait gagné ce round. Mais la culpabilité, elle, n'était pas surnaturelle. Elle était bien réelle, et elle pesait une tonne. C'est alors que le sol métallique sous ses genoux commença à vibrer, une vibration profonde, tectonique. La table chirurgicale se renversa. Les murs de l'usine commencèrent à se replier sur eux-mêmes, comme du papier froissé. L'environnement changeait encore. La punition, pour sa réussite, arrivait. La réalité se déchirait pour l'envoyer au niveau suivant. Et cette fois, la gravité elle-même semblait s'inverser. Antoine sentit ses pieds décoller du sol et il commença à tomber vers le plafond, qui s'ouvrait sur un ciel nocturne rempli d'étoiles qui n'étaient pas des étoiles, mais des yeux. Des milliers d'yeux, grands ouverts, qui le regardaient, chutaient vers eux. La chute vers le ciel étoilé d'yeux ne fut pas une chute physique ordinaire. C'était une ascension inversée, une violence gravitationnelle qui arracha Antoine au sol métallique de l'usine pour le projeter vers l'immensité biologique qui le surplombait.
Le vent hurlait à ses oreilles, mais ce n'était pas le sifflement de l'air, c'était le bruit humide de milliers de paupières géantes qui clignaient de manière asynchrone, produisant un claquement mou, un tonnerre de chair gélatineuse. Il traversa la couche atmosphérique de ce monde inversé, évitant de justesse des globes oculaires de la taille de montgolfière, dont les iris aux couleurs impossibles, magenta, cyan, noir absolu, le suivaient dans sa trajectoire balistique. Il sentait leur regard peser sur lui, non pas comme une observation passive, mais comme un toucher physique, une pression tangible qui brûlait sa peau. Puis, l'impact. Il ne s'écrasa pas sur du béton ou de la terre. L'atterrissage fut mou, élastique et répugnant. Antoine rebondit légèrement avant de s'enfoncer de quelques centimètres dans une substance tiède et souple. Il resta allongé un instant, le souffle coupé, luttant contre la nausée qui lui tordait l'estomac. L'odeur ici était accablante. Ça sentait l'intérieur d'un corps, un mélange ferreux de sang chaud, de bile et d'ozone. Il écarta les bras et ses mains rencontrèrent une surface rugueuse, couverte de poils fins et raides. Il ouvrit les yeux. Il se trouvait dans une cavité colossale, une grotte organique dont les parois pulsaient rythmiquement. Le sol sur lequel il gisait n'était pas de la pierre, mais de la peau. Une peau tannée, épaisse, parcourue de veines bleues et violettes, grosses comme des troncs d'arbres, dans lesquelles on pouvait voir circuler un fluide sombre, par transparence. Au-dessus de lui, le ciel, Dieu, était maintenant un plafond lointain, une voûte d'observation qui se refermait lentement, comme une plaie qui cicatrise, l'enfermant dans ce ventre titanesque. La lumière provenait des parois elles-mêmes, une bioluminescence ambrée qui suintait des pores de cette architecture vivante, projetant des ombres mouvantes et inquiétantes. Antoine se releva difficilement. Ses vêtements étaient trempés d'une substance huileuse qui recouvrait le sol. Il fit quelques pas, ses pieds nus s'enfonçant légèrement dans la chair du sol à chaque foulée, produisant un bruit de succion écœurant. Splotch, splotch. Il était à l'intérieur de quelque chose. Ou de quelqu'un. L'échelle était si vaste qu'il n'était qu'un parasite, un virus minuscule naviguant dans un organisme démesuré. Il avança vers ce qui semblait être le centre de la pièce, guidé par un bruit nouveau, un sifflement rauque et régulier, comme celui d'un poumon perforé. Au centre de la salle, la peau du sol se soulevait pour former un monticule, une sorte d'autel de chair boursouflée. Et au sommet de cet autel, il y avait une déchirure. Une plaie béante, longue de 2 mètres, aux lèvres irrégulières et violacées. De cette plaie s'échappait une vapeur blanchâtre, glaciale, qui contrastait avec la chaleur tropicale de la pièce. C'était le seul élément qui semblait ne pas appartenir à cet enfer biologique. La vapeur sentait le propre, le vide, l'hiver. À côté de la plaie, plantée directement dans la chair de l'autel, se trouvait une aiguille courbée de la taille d'une faux, enfilée d'un fil épais, noir et rugueux qui ressemblait à du crin de cheval tressé ou à des nerfs séchés, et juste au-dessus de la déchirure,
Gravée dans la peau même de la paroi qui se dressait derrière l'autel, l'instruction apparut. Ce n'était pas de l'encre ou de la craie. Les mots se formèrent par un processus de scarification accéléré. La peau se fendit, rougit, gonfla en chéloïdes boursouflés pour former les lettres, le sang perlant pour souligner le message impératif. Répare ce qui est brisé, recoue la déchirure pour que nous guérissions. Antoine lut le message, et une vague de désespoir le frappa. L'ordre était « recoue la déchirure ». La logique de l'entité était implacable. Elle jouait sur son humanité, sur son instinct de réparation, de soin. La plaie semblait douloureuse, obscène. Tout en lui criait de prendre cette aiguille et de fermer cette horreur, d'arrêter ce sifflement, de mettre fin à la souffrance apparente de la structure qui l'entourait. De plus, la plaie crachait ce froid mordant. S'il ne la refermait pas, le froid envahirait peut-être la pièce et le tuerait, ou peut-être que l'organisme, blessé, s'effondrerait sur lui, mais la règle maîtresse primait sur tout, fait n'importe quoi ménos ce qui est sur les murs. Il ne devait pas recoudre. Il ne devait pas guérir. Il devait faire le contraire. Le contraire de réparer, c'est détruire. Le contraire de fermer, c'est ouvrir. Le contraire de guérir, c'est infecter ou aggraver la blessure. Antoine regarda l'énorme aiguille, puis la plaie. Il s'approcha. La vapeur froide lui gelait le visage, mais elle portait aussi une odeur différente, une odeur de liberté. Non, c'était le néant, le vide absolu. Si la plaie était une brèche dans la coque de ce monstre, alors elle menait peut-être à l'extérieur. L'entité voulait qu'il la referme pour sceller sa propre prison, pour que nous guérissions, disait le mur. Le nous l'incluait peut-être désormais. S'il guérissait la bête, il devenait une partie saine de la bête, digérée et intégrée. Il devait agrandir la plaie, il devait l'éventrer. Au moment où cette pensée cristallisa dans son esprit, la salle réagit. Les parois de chair se contractèrent violemment, le sol trembla et des sphincters s'ouvrirent un peu partout sur les murs, libérant des créatures. Ce n'étaient pas des insectes, mais des anticorps macroscopiques, des masses blanchâtres, gélatineuses, sans yeux ni visage, qui se déplaçaient en roulant et en glissant, émettant des claquements humides. Ils foncèrent vers lui. Le système immunitaire de la pièce avait détecté son intention hostile. Il n'était plus un visiteur, il était un pathogène. Antoine n'avait pas le choix. Il saisit l'aiguille géante à deux mains. Elle était lourde, en os poli, glissante de sébum. Il ne l'utilisa pas pour coudre. Il la brandit comme un pic à glace. Le premier anticorps se jeta sur lui, une masse de gelée acide qui brûla sa chemise au contact. Antoine hurla et planta l'aiguille dans la créature. Elle éclata dans une gerbe de pus, jaunâtre, se dissolvant instantanément. Il se tourna vers l'autel. La plaie pulsait plus vite, comme si elle avait peur. Le sifflement devint un hurlement de douleur anticipée. Pardon, murmura Antoine, une larme de rage coulant sur sa joue sale. Il leva l'aiguille au-dessus de sa tête et l'abattit avec toute la force dont il était capable, non pas pour joindre les lèvres de la blessure, mais pour planter l'outil dans la chair saine, à quelques centimètres du bord de la déchirure.
Il tira vers lui, utilisant l'aiguille comme un levier, comme un crochet de boucher. Le tissu résista, élastique, coriace comme du vieux cuir bouilli. Antoine grogna, ses muscles tétanisés par l'effort, ses pieds glissant sur le sol sanglant. « Ouvre-toi » hurla-t-il, sa voix se brisant dans l'air saturé. Le tissu céda, avec un bruit de toile déchirée, amplifié 1000 fois. « Segratch !» Un jet de sang noir et brûlant gicla, l'aveuglant temporairement. La plaie s'élargit brutalement. Le souffle froid devint une tempête, un ouragan de glace qui repoussa les créatures blanches qui l'encerclaient. Le mur hurla. Ce n'était pas une métaphore. Les murs de la grotte se mirent à vibrer et à émettre un son vocal, un cri de douleur insoutenable, grave et profond, qui fit saigner le nez d'Antoine. Les lettres, scarifiées sur le mur, s'enflammèrent, la peau, carbonisant, sous l'effet de la colère de l'entité. « Tu nous tues ! Tu nous tues !» semblaient scander les vibrations du sol. Antoine ne s'arrêta pas. Il replanta l'aiguille de l'autre côté de la plaie et tira de nouveau. Il devait créer un passage suffisant pour son corps. L'ouverture était maintenant un gouffre béant, révélant non pas des organes internes, mais un vide gris tourbillonnant, un espace de pure entropie. C'était la sortie, la seule voie possible. Les anticorps se regroupaient, fusionnant pour former une vague massive de chair blanche, haute de 3 mètres, prête à s'abattre sur lui pour l'étouffer et le digérer. Il n'avait plus le temps d'agrandir le trou, c'était maintenant ou jamais. Il jeta l'aiguille d'os vers la vague montante dans un geste de défi dérisoire. Il regarda le trou. Les bords de la plaie déchiquetée tentaient déjà de se ressouder, des filaments de chair se tendant à travers le vide comme des toiles d'araignée rapides. Il devait sauter à travers cette gueule qui cherchait à le mordre. Il prit son élan, 3 pas maladroits sur l'autel glissant, et plongea tête la première dans la déchirure, juste au moment où la vague blanche s'écrasait sur l'endroit où il se tenait une fraction de seconde plus tôt. Le passage fut atroce. Les bords de la plaie se refermèrent sur ses jambes au moment où il passait, comme des mâchoires. Il sentit des dents ou des côtes brisées racler ses tibias, déchirant son pantalon et sa peau, essayant de le retenir, de le tirer en arrière vers l'enfer digestif. Il rua, frappant la chair vive avec ses talons, hurlant de douleur et d'effort. Avec un dernier coup de rein, désespéré, il s'extirpa de l'étreinte charnue. Il tomba. Encore une fois, la sensation de chute, mais différente. Plus de vent, plus de bruit. Juste un silence ouaté et une froideur absolue. Il tombait dans une brume grise, dense, qui semblait absorber la lumière et le son. La douleur dans ses jambes était vive, pulsante, mais le froid l'anesthésiait rapidement. Il ne savait pas combien de temps il tomba. Le temps n'avait plus de sens. Il pouvait s'agir de secondes ou d'années. Il ferma les yeux, épuisé, se laissant porter par la gravité neutre de ce lieu de transition. Puis, le brouillard se dissipa brusquement et il heurta le sol. Cette fois, c'était du bois. Du parquet ciré, disposé en point de Hongrie. L'odeur de cire d'abeille et de vieux livres l'assaillit, une odeur rassurante, terriblement familière, qui fit remonter en lui une angoisse plus profonde que celle des monstres, la nostalgie. Antoine se redressa.
massant ses jambes meurtries. Il était dans une immense bibliothèque victorienne, au plafond haut, perdu dans la pénombre, soutenue par des colonnes de bois sombre, sculptées. Des rayonnages infinis s'étendaient dans toutes les directions, remplis de millions de livres aux reliures de cuir usé. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement des lampes de banquier au verre vert posées sur de longues tables de lecture en acajou, créant des îlots de lumière dorée dans l'obscurité ambiante. Le silence ici était religieux, sacré. Le moindre froissement de ses vêtements résonnait comme un coup de tonnerre. Antoine se leva, s'appuyant sur une table. Il vit alors que les livres n'avaient pas de titre sur la tranche. Ils étaient tous vierges, noirs, rouges ou bruns, mais anonymes. Il s'approcha d'un rayonnage et tira un volume au hasard. Il l'ouvrit. Les pages étaient vides, blanches, pas un mot. Il en prit un autre, vide, un troisième, vide. Il comprit soudain où il était. Ce n'était pas une bibliothèque de savoir, c'était une bibliothèque d'oubli ou d'attente. Il marcha jusqu'au centre de la grande allée centrale. Là, sur un pupitre monumental en chêne massif, un livre gigantesque était ouvert. Il était 10 fois plus grand que les autres, relié dans ce qui ressemblait étrangement à de la peau humaine séchée. Une plume d'oie, noire et longue, trempait dans un encrier rempli d'un liquide carmin épais qui ne pouvait être que du sang artériel. Antoine s'approcha du pupitre. La page ouverte n'était pas vide. Elle était remplie d'une écriture fine, serrée, maniaque. Il reconnut l'écriture. C'était la sienne. Mais il n'avait jamais écrit ces mots. Le texte racontait sa vie, pas seulement son passé, mais son présent. Antoine s'approche du livre. Il a peur. Il a froid aux jambes. Il lit ces lignes et comprend que son histoire est déjà écrite. Il lut la suite, le paragraphe qui décrivait l'instant suivant. Antoine prend la plume. Il accepte son rôle. Il signe en bas de la page pour clore le chapitre et trouver la paix. Juste au-dessus du livre, flottant dans l'air comme de la fumée de cigarettes figées, les lettres de la nouvelle épreuve se formèrent, dorées et élégantes, imitant la typographie des titres de chapitres anciens. N'arrête pas d'écrire, l'histoire doit continuer pour que tu existes. Le piège était subtil, intellectuel. Le mur, ou ici, l'air lui-même, lui disait que son existence dépendait de la continuation de l'écriture. N'arrête pas d'écrire. S'il s'arrêtait, il cessait d'exister. C'était la menace implicite. Donc, pour obéir, il devait prendre la plume et continuer à écrire son histoire, devenant ainsi l'auteur de sa propre prison, ou pire, l'esclave d'un script prédéterminé. Mais la règle était fais n'importe quoi, mais noce ce qui est écrit. L'ordre était n'arrête pas d'écrire. La double négation était piégeuse. Ne pas arrêter signifie continuer. Donc, pour désobéir, il devait arrêter d'écrire. Mais il n'écrivait pas encore. C'était là l'astuce. Le livre disait Antoine prend la plume. L'injonction supposait qu'il allait commencer. Elle anticipait son action pour la rendre obligatoire. S'il prenait la plume et écrivait, il obéissait au livre et à l'air. S'il ne faisait rien, l'histoire s'arrêtait là, à la ligne. Il signe en bas de la page. S'il ne signait pas, l'histoire restait en suspens. Mais l'ordre était spécifique. L'histoire doit continuer.
Il devait donc mettre fin à l'histoire. Il devait conclure brutalement, sans suite possible, ou alors il devait détruire le support de l'histoire. Antoine regarda la plume, tentatrice. Il sentait une compulsion presque magique à la saisir, à laisser couler les mots, à se décharger du fardeau de son libre arbitre sur le papier. C'était si facile de devenir un personnage de fiction, de laisser le destin guider sa main. Non, souffla-t-il, il ne prit pas la plume. Il saisit le livre immense à deux mains. Il était lourd, pesant le poids d'une vie entière. Il tenta de le fermer, mais le livre résistait, comme s'il y avait un vérin hydraulique dans la reliure. Les pages frémirent, et l'encre fraîche du texte commença à couler, formant des mots de colère. Tu ne peux pas arrêter le flux. Écris ou disparaît. Antoine sentit ses mains devenir translucides. Il commençait à s'effacer, littéralement. Il voyait les rayonnages à travers ses propres paumes. S'il n'écrivait pas, l'entité effaçait son personnage de la réalité. La menace était réelle. Il devait agir vite avant de devenir un spectre. Il devait arrêter l'écriture, mais sans disparaître. Il devait changer la nature du livre. Il ne pouvait pas le fermer. Il ne pouvait pas écrire dedans. Il devait effacer ce qui était déjà écrit. Il regarda l'encrier. Du sang, de l'encre. Il plongea sa main semi-transparente, dans l'encrier. Le contact avec le sang lui redonna instantanément de la consistance. La douleur revint, vive. C'était du vrai sang. Il sortit sa main dégoulinante de rouge et, au lieu de prendre la plume, il l'abattit à plat sur la page ouverte. Il frotta violemment, étalant le sang sur le texte, raturant les lignes, noyant les mots sous une couche épaisse et illisible d'hémoglobine. « Censuré !» hurla-t-il dans le silence de la bibliothèque. « C'est censuré !» Il détruisait le récit. Il ne continuait pas l'histoire, il la rendait illisible. Il empêchait quiconque, même l'entité, de lire la suite ou le passé. Il transformait le livre de destin en un gribouillage chaotique. Le livre se mit à trembler violemment sous ses mains. Les pages se mirent à tourner d'elles-mêmes, frénétiquement, comme prises dans un vent violent. Les rayonnages autour de lui commencèrent à s'effondrer, les livres tombant en cascade, comme des dominos, mais au lieu de toucher le sol, ils se transformaient en cendres avant l'impact. Le sol, en point de Hongrie, se fissura, révélant une lumière blanche aveuglante en dessous. Antoine continuait de maculer la page, riant nerveusement, un rire au bord de la folie. Il avait trouvé la faille. L'histoire ne continuait pas. Elle était annulée. Le pupitre explosa en éclats de bois. Le sol se déroba totalement sous ses pieds. Antoine tomba dans la lumière blanche, quittant le royaume des mots pour la dernière étape de son calvaire, alors que la voix de la bibliothèque hurlait derrière lui. Une voix faite de millions de pages, déchirées en même temps. Il chutait vers l'aube, ou vers quelque chose qui imitait la lumière du jour, mais qui brûlait bien plus fort. La blancheur aveuglante ne dura pas éternellement, bien qu'elle semblât s'étirer sur des éons. Elle s'estompa progressivement, non pas vers le gris ou le noir, mais vers une clarté dorée, douce et chaleureuse. Antoine sentit le poids de son corps revenir, la gravité l'ancrer de nouveau à une surface tangible. Il sentit le tissu frais du coton sous sa joue, l'odeur de lessive propre,
de café fraîchement moulu et de pain grillé. Il ouvrit les yeux. Il était dans son lit, dans sa chambre. Mais ce n'était pas la chambre cauchemardesque de 2h35. C'était sa chambre telle qu'elle aurait dû être dans un monde idéal. Les murs étaient d'un blanc immaculé, sans la moindre trace de moisissure ou d'écriture suintante. La fenêtre était ouverte, laissant entrer une brise printanière légère qui faisait gonfler les rideaux de voiles blancs. Dehors, le ciel était d'un bleu azur parfait, sans nuages, baigné par un soleil radieux. Il entendait le chant des oiseaux, des rires d'enfants jouant dans un parc lointain, et le bourdonnement apaisant de la ville qui s'éveille. Antoine se redressa, incrédule. Il regarda ses mains. Elles étaient propres, intactes, plus de sang, plus de brûlure, plus de transparence spectrale. Il toucha son visage, ses jambes. La douleur avait disparu, remplacée par une sensation de bien-être physique absolu, une vitalité qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Il se leva, ses pieds nus touchant le parquet qui était chaud, poli, accueillant. Avait-il rêvé? Tout cela n'était-il qu'une hallucination fébrile causée par une intoxication au monoxyde de carbone ou une crise psychotique? Il regarda le réveil sur la table de nuit. Il affichait 10 os, 10 heures du matin. Il avait dormi, il avait survécu à la nuit. Un rire nerveux monta dans sa gorge, un sanglot de soulagement pur. C'était fini, le cauchemar était terminé. Il sortit de la chambre, traversant le couloir qui, quelques heures plus tôt, où étaient-ce des années, semblait infini et peuplé d'horreurs. Maintenant, c'était juste un couloir d'appartement parisien, décoré avec goût, lumineux. Il entra dans le salon. Une table était dressée, avec un petit déjeuner royal. Croissants, fruits frais, jus d'orange. Tout semblait l'attendre. Il s'approcha de la fenêtre du salon pour regarder la rue, pour voir des gens, pour confirmer la réalité du monde. Il vit des passants, des voitures, la vie normale. Il posa ses mains sur le rebord de la fenêtre, respirant à plein poumon cet air de liberté. C'est alors qu'il le vit. Un détail infime, une dissonance dans la symphonie de la perfection. Le soleil. Il était haut dans le ciel, éclatant. Mais il ne bougeait pas. Les ombres dans la rue étaient figées. L'homme qui promenait son chien au coin de la rue était immobile, une statue de cire hyper réaliste, le pied levé mi-pas. Les oiseaux qui chantaient, le chant était une boucle, un enregistrement parfait de 30 secondes qui se répétait sans cesse avec exactement la même inflexion sur la troisième note. Le sang d'Antoine se glaça instantanément, chassant la chaleur artificielle de ce matin idyllique. Ce n'était pas le matin, ce n'était pas la réalité. C'était la dernière pièce du labyrinthe, la plus cruelle, celle qui jouait avec son espoir. Il recula lentement de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. L'illusion commença à vaciller. Les couleurs devinrent trop saturées, trop vives, agressives pour la rétine. L'odeur de café devint chimique, écœurante. Il se tourna vers la porte d'entrée de l'appartement. La sortie, la seule issue vers l'escalier, vers la rue, vers la vraie fuite. La porte était là, solide, en bois verni. Mais contrairement au reste de l'appartement immaculé, elle portait une inscription. Pas de sang, pas de substance noire, pas de scarification.
Les lettres étaient gravées en or pur, incrustées dans le bois avec une calligraphie magnifique, presque divine. Le message était simple, bienveillant, invitant. Tu as souffert. Tu es libre maintenant. Ouvre la porte et pars. Antoine fixa la poignée dorée. La tentation était titanesque. Chaque atome de son corps hurlait de saisir cette poignée, de tourner, de courir dans l'escalier et de ne jamais se retourner. Le message disait qu'il était libre, qu'il avait gagné. Pourquoi douter? Peut-être que le jeu était vraiment fini et que l'entité le laissait partir. Mais la règle, la maudite règle qu'il avait gardée en vie jusqu'ici résonnait dans son crâne comme un glas funèbre. Fais n'importe quoi, mais noce ce qui est sur les murs. La porte était un mur mobile. L'inscription était sur la porte. L'ordre était « Ouvre la porte et pars ». Pour survivre, il devait faire le contraire. Il ne devait pas ouvrir la porte. Il ne devait pas partir. Il devait rester. « C'est un piège », murmura-t-il, sa voix tremblante, brisant le silence artificiel du salon. « Si j'ouvre cette porte, je meurs, ou pire, je tombe dans le néant pour toujours. Mais rester ici, dans ce décor de théâtre figé, pour l'éternité, c'était une autre forme de mort. L'entité savait qu'il était épuisé. Elle savait qu'il préférait risquer la mort pour une chance de liberté plutôt que de rester enfermé. C'était le test ultime de la volonté, le renoncement à la facilité. Au moment où il décida de ne pas toucher à la poignée, l'appartement réagit. L'illusion de bienveillance s'effondra avec la violence d'un barrage qui cède. La lumière du soleil, par la fenêtre, changea de spectre, passant du doré au blanc stérile, puis à un rouge colère. Les murs immaculés commencèrent à saigner. Le plafond, si parfait, se fissura, révélant des muscles palpitants en dessous. Les meubles, la table avec le petit déjeuner, fondirent comme de la cire chaude, se transformant en flaques de boue grises qui tentaient d'agripper ses chevilles. Le message sur la porte changea. L'or terni devint noir et les mots se réécrivirent avec une frénésie rageuse. Ingrate, ouvre, 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 ou nous t'écraserons. Les murs de la pièce commencèrent à se rapprocher. Littéralement, la pièce rétrécissait, le plafond descendait, c'était un compacteur géant. L'entité ne jouait plus. Elle voulait le forcer à sortir par la porte. C'était la seule issue physique restante. S'il n'ouvrait pas, il serait écrasé. S'il ouvrait, il perdait le jeu. Le paradoxe était total. Antoine regarda autour de lui, cherchant une troisième option. Il n'y en avait pas. Pas d'objet, pas d'outil. Juste lui, la porte interdite et la pièce qui voulait le broyer. Il devait faire le contraire de « ouvre la porte et pars ». Le contraire de partir, c'est rester. Il le faisait déjà. Le contraire d'ouvrir la porte, c'est la fermer, elle était déjà fermée. C'est la verrouiller, inutile. Non, il fallait penser plus loin. L'ordre impliquait d'utiliser la porte comme un passage. Le contraire était de nier la porte, de refuser son existence même, ou de créer un autre passage là où il ne devait pas y en avoir. Antoine tourna le dos à la porte d'entrée. Il fit face au mur du fond, celui qui avançait vers lui, menaçant de le broyer. Derrière ce mur, il y avait la cuisine. Ou le vide, peu importait. Il devait passer par là, pas par la porte, par le mur. Je ne sortirai pas, hurla-t-il à l'adresse de la pièce qui s'effondrait. Je ne sortirai pas par là. Il courut, non pas vers la sortie, mais vers la destruction.
Il fonça tête baissée vers le mur solide qui se rapprochait. C'était un suicide, c'était de la folie, mais c'était la désobéissance ultime, refuser l'issue offerte pour choisir l'impasse. Il percuta le mur de plein fouet. Il s'attendait au choc, aux os brisés, à la fin. Au lieu de cela, il traversa. Comme si le mur n'était fait que de fumée et d'ombre, son corps passa au travers de la matière, qui semblait pourtant si solide, une seconde avant. Il trébucha, tombant dans le vide, mais cette fois, la chute fut courte, brutale. Il atterrit durement sur un sol froid et sale. L'air qu'il inspira était vicié, poussiéreux. Il faisait sombre, pas le noir absolu, mais la pénombre familière de la nuit urbaine. Antoine resta immobile un instant, recroquevillé, en position fétale, attendant la prochaine horreur, le prochain message, la prochaine épreuve. Rien, juste le silence. Il ouvrit un œil. Il était allongé sur le tapis usé de son salon, le vrai salon, celui avec les cartons de déménagement non déballés, le canapé d'occasion affaissé et l'odeur de renfermé. Il se releva péniblement. Son corps lui faisait mal partout. Ses genoux étaient écorchés, ses mains tremblaient, il avait un goût de sang dans la bouche. C'étaient les blessures des épreuves. Elles étaient réelles. Il n'avait pas rêvé. Il tourna la tête vers la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, mais il pouvait voir la lueur orange des lampadaires à travers le tissu. Pas de soleil, pas de matin idyllique. Il regarda la porte d'entrée. Pas d'inscription dorée, juste le bois peint bon marché avec ses 3 verrous. Il se précipita vers sa chambre. Le lit était défait, les draps en bataille, trempés de sueur, comme s'il s'y était débattu pendant des heures. La lampe de chevet était par terre, l'ampoule brisée, et sur la table de nuit, le réveil. Les chiffres rouges brillaient dans l'obscurité, stables, rassurants et terrifiants à la fois. 02, 36, 1 minute, tout cela, l'encre noire, la bibliothèque, l'usine, le monstre, la fausse aube, tout cela avait duré 1 minute, de 02, 35 à 02, 36. Le temps s'était replié sur lui-même, une éternité compressée dans 60 secondes de temps réel. Antoine tomba à genoux, pleurant de fatigue nerveuse. Il était vivant, il était revenu, il avait gagné contre le mur. Il rampa jusqu'au lit, non pas pour dormir, mais pour s'éloigner des murs. Il s'assit au milieu du matelas, tirant la couette autour de ses épaules comme une armure dérisoire. Il n'osait pas fermer les yeux, il n'osait pas regarder les murs. Il resta ainsi, immobile, guettant le moindre bruit, le moindre grattement. Les minutes passèrent. 02, 37, 02, 40, 03. Rien. L'appartement était redevenu un appartement. Juste du plâtre, du bois et du béton. Mais Antoine savait. Il savait maintenant ce qui vivait dans l'interstice entre les secondes, ce qui dormait dans le ciment de cet immeuble. Il savait que la règle était absolue. Il se leva, tremblant, et alla chercher du ruban adhésif dans un carton. Il commença à scotcher les interrupteurs pour qu'ils restent allumés. Il déplaça son lit au centre exact de la pièce, loin de tout contact mural. Il enleva tous les miroirs. Il brisa son téléphone. Il ne dormirait plus jamais à 02:35. Alors que l'aube, la vraie, commençait à teinter le ciel de gris et de rose pâle vers 07, du matin, Antoine, assis en tailleur sur son lit, les yeux cernés de noir, vit quelque chose. Juste là, au-dessus de la plinthe, près de la porte de la chambre.
une toute petite tache, comme une moisissure naissante. Il plissa les yeux. La tache avait une forme, c'était un point d'exclamation, minuscule, noir, et alors qu'il le fixait, il entendit, très loin, très faible, comme venant de l'intérieur de sa propre oreille interne, le son, ce grattement métallique et humide. Juste une seconde, un rappel, un avertissement pour la nuit prochaine, parce que le jeu ne s'arrête jamais vraiment. On ne gagne pas contre la maison. On survit juste jusqu'à la prochaine partie. Antoine se mit à rire, un rire sans joie, sec et cassé, alors que la ville s'éveillait autour de lui, ignorante des monstres qui vivent dans ses murs. Il prit un marqueur noir qu'il avait gardé dans sa poche, et sur son propre bras, il écrivit la seule chose qui comptait désormais, la nouvelle règle de sa vie. Ne regarde pas l'heure.